Alors, bonjour tout le monde. Je vais me présenter. Du coup, Saïd Baba, administrateur à la Fédération Santé Habitat, et puis directeur des ACT, point virgule, sur Grenoble. ACT et XAPA également. Et Benoît Le Goff, administrateur également de la FSH, directeur de l'association La Boussole, ACT sur Rouen. Donc on a le plaisir d'introduire cette table ronde sur l'attractivité des métiers. On en a parlé ce matin, vous avez vu que quand même certains sujets nous demandent, en tout cas, vous avez à nous poser la question, comment on a encore envie de venir travailler dans le secteur. Non, je rigole. Un petit peu. En tout cas, la question de l'attractivité dans le secteur de la grande précarité. Et on tient en tout cas à remercier aussi Delphine Villin, conseillère auprès du directeur de la santé publique, la RS Île-de-France, qui nous présentera ses travaux sur le sujet, mais aussi des pistes de réflexion. Alors, au sein de la FSH, on a voulu mettre en place un petit groupe de travail pour vraiment faire un état des lieux, et on voit que c'est récurrent parce que c'est une thématique qui est déjà revenue à plusieurs reprises au sein de la FSH sur cette question de l'attractivité des métiers, parce qu'on faisait plusieurs constats où, suite post-Covid, Ségur et autres, où on remarquait que c'était une thématique importante à mettre en lumière aujourd'hui. Donc on a pour objectif, dans ce groupe-là, de valoriser le secteur médico-social, c'est un trait d'union entre le sanitaire et le social, de modéliser le travail pluri- et transdisciplinaire des associations au sein de la coopération intersectorielle et de l'innovation, d'impulser une méthode de travail collaborative, une intelligence collective et participative, transversale, à tous les échelons, quels que soient les métiers, œuvrer auprès des pouvoirs publics pour une meilleure reconnaissance et valorisation des métiers du secteur de la grande précarité, faire de la qualité de vie au travail une priorité conjuguant des conditions de travail satisfaisantes et une valorisation des actions menées et des acteurs, communication focus sur les métiers, les missions, les actions, participation à des groupes de travail, des conférences, des salons, des séminaires, des colloques. Donner du sens au travail associatif en encourageant les initiatives individuelles et collectives. On a encore d'autres objectifs et je laisse la parole à Benoît. Oui, c'est notamment développer l'image positive des métiers de l'humain en réalisant des campagnes métiers, mettant au centre les collaborateurs en qualité d'ambassadeurs de leurs fonctions. Aussi créer des réunions par métier, direction, encadrement, médecins, coordinateurs, travailleurs, tout le panel des métiers que vous pouvez connaître au sein de vos structures pour favoriser le dialogue et l'expression des expériences. On vous adressera bientôt justement dans ce sens-là un questionnaire pour nous permettre d'orienter au mieux nos travaux et de rester au plus près de vos préoccupations. Donc on espère que ce questionnaire sera bien accueilli dans les structures, à la fois à destination des directions, mais aussi à destination des équipes, pour essayer de nous faire remonter des données, pour qu'on puisse, comme on l'a vu dans certains objectifs, modéliser et puis faire des propositions derrière. Donc on vous remercie pour votre attention et bien sûr on laisse maintenant la parole à Madame Villin pour nous faire état de ces travaux. Merci. Merci à toutes et tous. Merci de m'avoir proposé de venir présenter ce que l'on pourrait considérer, merci beaucoup, ce que l'on pourrait considérer comme étant des soutiens, leviers possibles et en tous les cas soutenus par l'ARS, mais il y a aussi effectivement dans la présentation l'idée de partager avec vous des pistes que l'on a et voir effectivement comment ça peut se rejoindre. Alors juste par contre pour passer, déjà je me prends. Ah oui c'est là, ok. Je pense. Parfait. Donc si je mets comme ça c'est bon. Ok super. Les ressources humaines en santé, c'est une priorité dans le PRS Île-de-France, mais j'imagine que ce que je vais dire, en fait, pour ceux qui sont hors Île-de-France, vous allez aussi retrouver un certain nombre de pistes et un certain nombre d'actions proposées, puisque quand on regarde l'ensemble des PRS, cette question autour des métiers en tension, de l'attractivité, on le retrouve partout. Alors après, ce n'est pas forcément identifié de la même manière. En Île-de-France, ça constitue un axe en tant que tel, avec des actions qui sont bien identifiées. Dans d'autres ARS, c'est en fonction effectivement des secteurs, des thématiques, que là apparaissent les différentes pistes. Et donc là, comme je disais tout à l'heure, l'idée de cet après-midi, ça va être de vous présenter et de partager avec vous un certain nombre de ces pistes et actions qui sont déjà mises en place. Donc en ce qui concerne
l'Île-de-France. Et donc, comme je vous le disais, ça constitue un axe plein. Ressources humaines en santé, former, recruter, fidéliser les professionnels de la santé en Île-de-France, avec effectivement cet enjeu prioritaire de réduction des tensions et de renforcement de l'attractivité. Alors, bien sûr, étant donné que le PRS couvre l'ensemble des champs, on va retrouver un certain nombre d'actions qui concernent le secteur sanitaire et le secteur médico-social, et on reviendra tout au long de la présentation sur le fait que dans le médico-social, le secteur personnes en difficulté spécifique, tout ce qui est autour des établissements dont vous avez la gestion et autour des publics que vous accompagnez, de faire en sorte de bien aussi mettre en avant, ou en tous les cas de faire en sorte que le secteur tout simplement ne soit pas, entre guillemets, oublié. Donc pour ce qui concerne l'Île-de-France, donc on a 5 fiches actions. Donc on en a une qui concerne la connaissance et l'anticipation des tensions avec la création d'un observatoire régional des ressources humaines en santé avec différents groupes de travail. Il y en a un sur l'apprentissage, il y en a un sur aussi bien évidemment tout ce qui va concerner la territorialisation, les zonages. Mais au-delà de ça, l'idée c'est toujours de mieux connaître et on reviendra aussi, ça rejoint peut-être aussi l'idée du questionnaire, c'est mieux connaître les secteurs en tension pour mieux répondre. Et puis après, il y a aussi effectivement, notamment pour le secteur personnes en difficulté spécifique, la question, je pense aussi, de plaidoyer qui peut se poser. Donc on a un autre axe autour de le renforcement, bien évidemment, de l'attractivité des secteurs et accompagner le début de l'activité professionnelle. Former, diversifier les parcours professionnels, dynamiser les carrières, soutenir l'engagement des professionnels de santé et ensuite les interventions et organisations en période de crise. Sur cette diapo, alors le diaporama, il y a pas mal de données. J'ai essayé de rassembler l'ensemble des éléments qu'on avait. Je ne vais pas forcément tout lire à chaque fois, bien évidemment. Et l'idée, c'est que ça vous fera aussi des supports que vous pourrez après utiliser en tant que de besoin dans vos groupes de travail. Et donc là, j'ai surligné en jaune un certain nombre de points que l'on va développer au cours de la présentation, mais sur lesquels effectivement le secteur personnes en difficulté spécifique, le secteur de la santé publique, on a dans ces aspects-là toute notre place en fait. Enfin, j'ai envie de dire que la place on l'a partout, mais en tous les cas là plus spécifiquement, ça fait partie des secteurs sur lesquels on a des actions et on a certainement encore des choses à faire sur ces différents points. Donc je vais les reprendre. Sur tout ce qui compte, alors le point de départ, et je réinsiste dessus, mais c'est vraiment important, et ceux qui me connaissent savent que le secteur personnes en difficulté spécifique et tous les établissements, tout ce que vous faites, c'est quelque chose qui en tous les cas me tient à cœur, je peux même le dire comme ça. Et moi, en tous les cas, dans la dimension de tout ce qui peut être proposé, mis en place autour de cette attractivité, mais autour de ces questions de ressources humaines en santé, en fait, moi, à chaque fois, c'est vraiment faire en sorte que le secteur médico-social ne soit pas, PDS, soit pas complètement noyé dans le secteur PAPH, parce que souvent, quand on parle de médico-social, finalement, tout est proposé autour de ça. Et ce secteur, il est oublié. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement, mais voilà. Et donc là, c'est important, en tous les cas, moi je m'attache et on s'attache à la direction de la santé publique, à ce qu'effectivement tout ce qui est proposé au sein du PRS puisse être décliné aussi pour ce secteur-là. Sachant que oui, c'est un secteur en tension, j'ai mis un S exprès parce que ce matin vous avez évoqué toutes les difficultés, vous avez commencé par dire que vous saviez plus si vous aviez encore envie d'eux, mais j'imagine que oui, parce qu'il y a forcément... oui, allez. Il y a des piscines, il y a des profs de sport. Mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi un secteur qui, bien évidemment, qui a des atouts et peut-être que collectivement, on doit davantage aussi les mettre en avant. Et dans l'attractivité, ça en fait partie, en fait, en tous les cas, à mon sens. Et c'est tout ce que vous travaillez probablement, et même certainement dans le groupe de travail, c'est ce que vous faites aussi au quotidien. Mais je pense que c'est quand même important de vraiment l'avoir continuellement en toile de fond, j'ai envie de dire, et en action. Parce qu'effectivement, le secteur PDS, il y a des métiers, des pratiques professionnelles à valoriser.
Probablement on le développera après, mais sur les approches, sur les stratégies d'intervention que vous avez, sur le public que vous accompagnez. Et il y a forcément des pratiques professionnelles qui sont à valoriser. Et il y a certainement des réflexions qui se font. Je pense par exemple autour avec les nouveaux établissements médico-sociaux, tout ce qui est de l'aller vers, les équipes mobiles santé précarité ou les ESIP. Peut-être qu'il y a autour du métier IDE précarité, j'en sais rien. Je dis des choses, mais on pourra peut-être, il y en a qui sont pour, il y en a qui seront peut-être moins d'accord. Mais on voit bien qu'il y a des pistes et qu'il y a des choses sur lesquelles on doit peut-être aujourd'hui réfléchir collectivement pour être dans cette valorisation. Il y a effectivement tout ce que l'on appelle les nouveaux métiers, médiateur en santé, père aidant et autres, mais ça c'est pareil, je pense que c'est des choses sur lesquelles collectivement on a quelque chose à faire valoir davantage. Dans ce qui est à mettre en avant, tout ce qui est autour de la pluridisciplinarité, parce que quand on parle du secteur médico-social pluridisciplinaire, en tous les cas, pour moi, alors je ne veux choquer personne, hein, mais celui qui l'est vraiment réellement, c'est le secteur médico-social PDS, puisque l'on va retrouver des équipes avec vraiment toutes les compétences, qu'elles soient médicales, paramédicales, psychologiques, sociales, éducatives. C'est vraiment de réelles équipes pluridisciplinaires. Et des pratiques professionnelles qui sont aussi interdisciplinaires, puisque dans toutes les structures, les personnes sont vraiment prises dans leur entièreté. On est vraiment sur quelque chose, en tous les cas. Et je pense que voilà, dans l'attractivité, c'est des choses aussi qui peuvent attirer des professionnels. Les modalités d'intervention diversifiées, et on verra dans les outils ce que l'on essaye de mettre en place pour que, effectivement, et il y en a certains d'entre vous qui d'ailleurs mettent en place des organisations qui permettent de pouvoir croiser dans les pratiques professionnelles et l'ambulatoire et le soin résidentiel et l'aller vers. Et donc du coup, ça peut donner aussi un intérêt supplémentaire à d'autres secteurs. Et puis bien évidemment, tout ce que, et c'est l'objet aussi de cet après-midi, de vos groupes de travail, que l'on puisse partager tout ce qui peut être mis en avant en termes d'expérience, en termes de tout ce qui peut être mobilisé en fait. Ensuite, donc du coup, je vais... je savais que ça allait tomber, je sentais que ça glissait. Désolée, alors là la caméra ça va être pas top, mais bon, désolée. Je l'ai remis, ça ne bougera plus. C'est pas grave. Donc on continue. J'ai essayé d'identifier par bloc ou par catégorie, enfin je ne sais pas comment on peut dire, les différents leviers que l'on peut essayer de mobiliser. Donc il y a effectivement d'abord tout ce qui va être autour de la promotion des formations, des métiers, avec, alors là j'ai mis tout ce qui était autour du renforcement de la politique de stage, sachant que pour nous, dans les objectifs du plan RHS pour l'Île-de-France, le développement des stages et de l'apprentissage dans le secteur médico-social, ça constitue un des objectifs pour 2025. Alors, dans les actions proposées, il y a l'action que vous connaissez tous, j'imagine, celle qui est autour, effectivement, de vous aider, de vous accompagner dans le fait que vous soyez terrain de stage avec une contribution financière via des forfaits crédits non reconductibles pour le paiement des gratifications de stage. C'est quelque chose que l'on a mis en place il y a quelques années, mais en tous les cas que l'on souhaite poursuivre. Et on espère que ça vous aide, en fait. Et là, pour le coup, à un moment donné, on échangera avec vous pour avoir un retour aussi là-dessus. Depuis le mois de novembre l'année dernière, on a travaillé avec la DRIET, c'est en lien avec la DRIL, à la mise en place d'une plateforme expérimentale qui est pour les assistants services sociaux pour l'instant uniquement. Et l'idée, c'est de faire la rencontre entre les centres de formation et vous, sur l'offre de stage. Donc cette plateforme, je vais la détailler tout à l'heure, elle met vraiment en lien les 13 centres de formation d'Île-de-France. Ils ont mis leur période de stage jusqu'à janvier 2026. Et l'idée, c'est que de manière assez simple, parce que alors, cette plateforme, pour être complètement transparente, elle a été utilisée pour l'instant du côté de la DRIL. Et là où elle a été utilisée, les retours étaient positifs. Puisque par exemple, quand il y avait une offre de stage, il y avait pratiquement parfois une dizaine de candidats. Donc ce que l'on sait, c'est qu'il y a un besoin. Et par contre, après, en ce qui concerne les outils, la mise en relation, ce que l'on a proposé, ce qu'on a eu en tous les cas en retour, pour l'instant, c'est plutôt favorable. Donc ça, nous, c'est un truc qu'on aimerait bien que vous essayiez de vous en emparer aussi et d'avoir votre retour là-dessus.
Voilà. Et puis, ce qu'on essaye aussi de travailler pour toujours, l'idée, c'est de mieux faire connaître le secteur et santé publique, PDS, et de faire venir les étudiants. Alors, au plus tôt on peut les faire venir dans leur formation, c'est mieux. Mais donc, on essaye aussi d'être sur tous les champs. Et là, on essaye de développer alors, on travaille ça avec la fac de pharmacie pour valoriser aussi des terrains de stage pour des étudiants en pharmacie. Donc pour l'instant, on va commencer sur plutôt volet addiction, mais des besoins, enfin, de la gestion de médicaments, vous en faites dans les structures. Le circuit du médicament, c'est aussi des choses qui existent partout. Et au-delà de ça, donc, après, on pourrait voir sur d'autres types de structures. Voilà. Ensuite, dans les autres, toujours dans cette idée, il y a certains d'entre vous qui conventionnent avec des centres de formation. Donc là, l'idée, ça sera peut-être de voir aussi comment on peut peut-être mutualiser des choses, comment on peut peut-être à un moment donné créer une boîte à outils de manière à faciliter et qu'au fur et à mesure, on ait de plus en plus de conventionnement entre vos structures, le secteur et les centres de formation. Côté PAPH, visiblement, il y a pas mal de conventions. Du coup, et qui dit convention dit mine de rien des liens. Alors, il y a des liens forcément interpersonnels, mais des liens qui se construisent et ça aide énormément. Voilà. Puis après, il y a effectivement tout ce que vous faites déjà aussi sur les interventions dans les filières qui sont probablement à renforcer. Donc là, je vous ai mis la diapo et le lien. Donc, je vous invite à aller regarder pour les franciliens cette plateforme de mise en relation des centres de formation et de manière à proposer effectivement le stage pour les assistants de service social. Alors après, voilà, on propose cet outil, on sait très bien que, et dans les difficultés, et on en pourra en parler après, c'est qu'effectivement, qui dit stage dit tuteur, et que quand il n'y a pas les professionnels, ou quand les professionnels sont complètement déjà exempts dans leur pratique, c'est toujours compliqué de pouvoir accueillir des stagiaires. Après, voilà, notre idée, c'est de pouvoir partir dès le départ et de faire tout le cheminement, essayer de commencer un cercle vertueux, je ne sais pas comment on peut dire. Alors forcément, on va avoir des choses qui vont être peut-être plus sur du moyen terme, voire même du moyen long terme. Mais en tous les cas, à terme, on se dit que ça peut essayer de fonctionner. Et le point de départ, c'est vraiment la connaissance du secteur. En tous les cas, de ce que l'on a en échange avec vous et de ce qui remonte. Dans les autres types de leviers que l'on a, il y a effectivement tout ce qui va relever après de l'accompagnement dans l'aide à l'exercice professionnel ou en tous les cas aussi dans le premier emploi. Donc là, c'est tout ce que l'on va développer avec le contrat d'allocation d'études. Pareil, je le développerai tout à l'heure et je vous ai détaillé le dispositif francilien et de manière à ce que vous puissiez après y revenir, regarder et puis surtout proposer des candidatures. Donc, dans les différentes actions qui sont proposées, donc, il y a effectivement tout ce qui est le soutien aux dispositifs qui permettent d'orienter, d'accompagner les publics les plus éloignés de l'emploi vers le secteur. Donc, il y a un dispositif PREPAP qui a été développé et qu'on soutient. Mais si de votre côté, vous développez ou si vous avez aussi des initiatives de cet ordre-là, en tous les cas, nous, on est prêts à soutenir. Et puis, donc, la RS Île-de-France a une convention avec France Travail qui vise aussi à renforcer l'accompagnement des demandeurs d'emploi vers les métiers. Et donc, dans ce secteur-là et dans cette convention, parce qu'aujourd'hui, elle est assez établie côté sanitaire et côté médico-social, personnes handicapées, surtout personnes âgées, avec les EHPAD. Et là, le but de cette année 2025, c'est vraiment de la renforcer dans sa dimension médico-sociale, PDS et le secteur santé publique. Voilà. Et là, je vous ai mis une action qui est peut-être à réfléchir ensemble. C'est quelque chose qui se développe du côté du médico-social, personnes âgées, personnes handicapées. C'est la création d'une structure. Jacques, c'est un groupement d'employeurs qui vise donc à tout ce qui va être de l'insertion. Et l'idée, c'est d'être dans ces idées de mutualisation de fonctions. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est développé dans le secteur de personnes âgées. Et l'idée, ça sera sans doute de le développer aussi sur le handicap. Et pourquoi pas aussi dans le secteur PDS, si on y trouvait un intérêt et si ça peut permettre aussi, effectivement, de permettre aussi à des personnes d'accéder au métier par le biais, puisque dans le cadre du GEC, les salariés sont souvent en contrat d'apprentissage, donc
contrat de professionnalisation. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir des professionnels formés spécifiquement au métier. Donc là, je vous ai mis les diapos sur le contrat d'allocation d'études. Alors, ça existe en Île-de-France, mais ça existe aussi dans les autres régions. Donc, l'idée, c'est une allocation de 9 000 euros qui est conditionnée. Et elle est conditionnée par le fait qu'il y a un contrat qui est signé entre un étudiant qui est inscrit en dernière année de certaines filières, mais les filières recouvrent quasiment toutes celles que l'on retrouve dans les ESMS-PDS. Et puis, un établissement médico-social en l'occurrence. Il y a un engagement de l'étudiant à servir dans l'établissement pendant 18 mois. L'idée, bien évidemment, c'est le contexte, c'est celui que l'on connaît, les fortes tensions et l'attractivité. Les formations qui sont ciblées dans ce dispositif, donc on a assistant de service social, aide-soignant, infirmier diplômé d'État, masseur kiné, orthophoniste, éducateur spécialisé, moniteur éducateur. Donc globalement, on retrouve quand même les formations, les métiers dans les établissements. L'idée aussi de ce dispositif, c'est qu'il soit accessible au plus grand nombre des établissements, des catégories d'établissements. Alors, pour le secteur PDS, la campagne 2025 va ouvrir, on espère incessamment sous peu. Enfin, il faut juste qu'on ait un feu vert en termes de loi de finances pour avoir des sous et de pouvoir lancer des choses. Mais sinon, on est prêt. Du coup... l'idée, c'est pour le secteur médico-social, justement 2025, qui sera uniquement circonscrit au secteur PDS. Le but étant de vraiment mettre en avant ce secteur et de pouvoir faire en sorte que là où il pouvait y avoir parce que quand on regarde les chiffres des années précédentes, le plus gros pourvoyeur, entre guillemets, sont les établissements de santé. C'est eux qui sont le plus à contractualiser, surtout que beaucoup d'entre eux ont des liens directs avec des IFSI. Donc voilà, on retrouve forcément dans la liste que je vous ai présentée IDE en tête, et surtout sur les établissements de santé. Sur le médico-social, PAPH aussi, mais pas que. Et là, l'idée, ça serait de faire en sorte que les étudiants qui veulent avoir leur premier emploi dans le médico-social et bénéficier du CAE aillent vers le secteur PDS. On se dit que ça peut être une occasion de pouvoir aussi rendre encore plus attractif le secteur. Globalement, si on regarde les chiffres sur l'ensemble des CAE contractualisés, sur les établissements de santé, alors là, on est sur des chiffres de quasiment 300, enfin c'est énorme, mais bon, les besoins ne sont pas les mêmes, les établissements sont aussi bien plus nombreux, enfin voilà, les choses s'expliquent. Sur le secteur médico-social, sur le secteur PAPH, on est à peu près à une vingtaine, trentaine par an, ce qui n'est pas énorme, mais bon, après, c'est un dispositif qui doit être aussi probablement amené à être davantage connu. Et sur PDS, pour l'instant, nous allons être à 8 cumulés sur deux exercices différents. Et donc voilà, donc du coup, c'est quelque chose que l'on souhaite vraiment valoriser, sachant que les retours d'expérience que l'on a sont très positifs. Alors du côté étudiant notamment, puisque c'est une allocation qui est cumulable avec les bourses du conseil régional, avec les allocations versées par France Travail, c'est non imposable. Jusqu'à présent, l'allocation était versée à l'étudiant 60% à la signature et 40% à la fin des 18 mois. Et on connaît la situation de la précarité étudiante et de l'installation à l'emploi, c'est toujours c'est compliqué, surtout dans le contexte actuel. Donc là, on est en train de voir à ce que dans le cahier des charges 2025, on puisse verser l'allocation directement à la signature, 100% à la signature, ce qui fait que on se dit que ça peut être aussi plus attractif et répondre davantage aux besoins des jeunes diplômés et jeunes professionnels. Du coup, pour info, donc, la participation de l'ARS, elle est de 50%, et l'autre partie de la prise en charge, elle est pour l'établissement. Voilà. Ensuite, je vous laisserai prendre connaissance des différentes spécificités lorsqu'il y a des ruptures, etc. Mais globalement, sur le nombre de contrats signés, on a très peu d'arrêts. Par contre, ce qui est important, et pour vous, dans tous les cas, ce que l'on souhaite maintenir et renforcer,
c'est vraiment que cet outil soit aussi très adapté au secteur, dans le sens où l'idée, c'est que l'étudiant peut faire alors, l'étudiant fait son stage de dernière année au sein d'une structure du gestionnaire avec lequel il va devenir employeur, mais pas forcément. Et après, son contrat, l'établissement peut le recruter sur un établissement, mais si effectivement, au cours de la formation, parce que l'opportunité fait qu'il peut y avoir un autre poste vacant, il peut lui être aussi proposé. Donc on essaye d'être assez souple de manière à ce qu'on aille jusqu'au bout de cette contractualisation. Voilà. Un autre point, alors pareil, je ne vais pas forcément tout détailler, mais donc l'ARS Île-de-France a une convention avec France Travail. Il y a d'autres ARS qui ont aussi développé des partenariats avec France Travail ou avec d'autres organismes. En tous les cas, l'idée, c'est que on puisse, que France Travail connaisse mieux. Alors les métiers de la santé, il en connaît bien évidemment, mais le métier médico-social et plus spécifiquement nos métiers, vos métiers, pas vraiment. Et donc ça, c'est aussi un enjeu. D'où l'idée de pouvoir être dans quelque chose de plus précis, de plus adapté. Sur le volet santé, sur le volet médico-social et sur PDS. Donc c'est pour ça qu'on organise aussi chaque année une semaine des métiers du soin et de l'accompagnement. Cette année, ça aura lieu du 31 mars au 4 avril. On a fait un webinaire le 12 février où on a présenté le dispositif. Certains d'entre vous y ont participé. Alors je ne sais pas si vous irez jusqu'à proposer des événements, mais sachez qu'on peut tout à fait, via les délégations départementales, ou sinon je peux aussi vous l'adresser, la liste des conseillers France Travail locaux, en fait, ceux qui sont de proximité avec lesquels vous pouvez aussi échanger, monter avec eux des événements dans le cadre de cette semaine, mais aussi en dehors, pourquoi pas. Sachant que France Travail, on travaille avec eux sur des outils. Alors, il y a le développement des immersions. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne pas mal côté personnes âgées. Donc, peut-être que côté PDS, ça pourrait éventuellement fonctionner. Je pense notamment aux structures LAM ou LHSS. On pourrait en rediscuter. Et puis, on monté avec eux, c'est actif depuis l'automne dernier, on va dire ça comme ça, la plateforme Prendre Soin qui identifie vraiment les métiers de l'accompagnement. Voilà, donc moi je vous invite à prendre attache auprès des conseillers France Travail de vos départements et de voir avec eux tous les outils que l'on peut essayer de mettre en place. Et si aujourd'hui certains sont plus sur le médico-social PAPH, sachez qu'on travaille avec eux et on a des rencontres régulières avec eux de manière à pouvoir adapter au mieux aussi en fonction de vos attentes. Donc ça fait partie des retours qu'après on aimera travailler avec vous. Autre type de levier que l'on essaye de travailler qui pourrait aussi faire l'objet d'échanges avec vous. Bon, alors j'ai parlé des fameux GEC qui ont été mis en place et que du coup voilà. Mais sinon, en tous les cas, dans les propositions que là nous on essaye de vous faire, pourquoi pas un groupe de travail, sachant qu'on a des rencontres régulières avec la fédération, mais aussi avec on pourrait dire que c'est trifédération, puisqu'il y a la FSH, la FA et la FAS. Mais au-delà de ça, on peut tout à fait partager avec vous là les réflexions de cet après-midi, les creuser avec vous, alors avec un groupe de travail, le vôtre, un autre, ça c'est vraiment à voir, mais tout ça peut être à creuser. Et ce qu'on vous propose, on va démarrer ça le 25 mars. Pareil, pour que vous tous et qu'on puisse partager à plus grande échelle encore l'ensemble de ces leviers et que vous puissiez vous les approprier. Ou si jamais on doit les adapter, parce que ce qu'on propose, si ça se trouve, il faut les adapter et c'est tout l'enjeu de le tester et après au besoin de l'adapter. Donc on va faire dans chacun des départements un webinaire de 30 minutes. Avec l'idée, c'est de présenter un outil, pourquoi pas échanger avec vous et mettre en avant de la part de l'un d'entre vous et une action, une initiative, quelque chose qui est mis en place toujours sur cette notion d'attractivité ou de fidélisation et de pouvoir aussi vous mettre en lien peut-être davantage encore avec France Travail, avec les centres de formation. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment 30 minutes d'échange autour de cette thématique de l'attractivité et du partage de ce que l'on peut mettre ensemble en place.
Dans les autres outils aussi et qui font partie des actions que l'on développe au sein de l'ARS, alors c'est tout ce qui tourne autour de sortir de ce qu'on pourrait appeler sortir des logiques d'urgence dans le recrutement, mais de mettre en place des politiques un peu plus structurées. Et là, pour ça, il y a deux actions en ce moment qui sont initiées, et peut-être que le secteur aussi pourrait s'en emparer. Donc là, il y a une convention ARS OPCO-Santé qui est en train d'être travaillée. Alors pour l'instant, elle est sur le secteur PAPH, mais elle n'est absolument pas fermée. Donc l'idée, c'est pourquoi pas après, et dans un court terme, on pourrait presque dire, y associer aussi le secteur. Et puis l'ANAP aussi qui propose des outils, qui propose des accompagnements. Donc pour l'instant, il y a une promo attractivité qui va être créée avec 6 établissements du secteur PAPH. Mais là, pareil, pourquoi pas une prochaine promo PDS avec aussi l'appui de l'ANAP sur certains des outils, en les adaptant bien évidemment. Dans les autres actions, autres leviers que l'on soutient au niveau de l'ARS, c'est tout ce qui favorise la mobilité entre les secteurs et les modes d'exercice, et entre modes d'exercice. Alors probablement que vous en avez déjà parlé. Donc il y a tout ce qui est autour des infirmiers de pratique avancée, avec ce que ça... Alors il y a un certain nombre de difficultés, de contraintes. Enfin, le fait que effectivement, pendant que la personne est en formation, il faut que cette personne puisse, il faut qu'il y ait un autre professionnel. Donc là-dessus, c'est pour ça que on essaye d'accompagner au mieux. On accompagne aussi au cas par cas. Il y a un socle qui est d'accompagnement financier qui est attribué. Après, au cas par cas, il y a des situations où on a aider, rallonger, accompagner. Voilà, l'idée, c'est vraiment de favoriser les IPA dans le secteur, et de manière à ce que, derrière, il y a aussi certainement des actions aussi de plaidoyer pour le secteur à monter, puisque aujourd'hui, on est effectivement IPA maladie chronique, mais il y a certainement d'autres thématiques à renforcer. Dans les postes médicaux partagés, donc il y a aussi ce qui est assistant partagé, praticien hospitalier, les assistants universitaires de médecine générale. Là, pareil, à chaque fois que vous proposez des montages, à chaque fois que vous avez des propositions, alors il y a des appels à projets qui sont mis en place au sein de l'ARS, mais au-delà de ça, dès qu'il y a des propositions, on vous accompagne. On essaye vraiment au maximum de les valoriser, à fortiori dans le secteur PDS. Là où on peut le faire, on essaiera au maximum de vous accompagner, et notamment sur les assistants universitaires de médecine générale, sur la dimension du stage qu'ils font et de la partie de leur formation qu'ils font en structure de ville. Là, dans le cahier des charges, on a bien veillé à ce que les ESMS PDS soient bien intégrés. Alors, pour l'instant, effectivement, le texte parle de structure ambulatoire, mais là, on est en train de regarder, et pourquoi pas, si vous aviez des propositions, de le tester à titre expérimental, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite vraiment aussi porter. Donc, s'il y a des initiatives, on les accompagne pour le secteur résidentiel, et on se dit que ces postes médicaux partagés à UMG en soins résidentiels, l'AMEL HSS, ou XAPA résidentiel, ça aurait vraiment du sens. Et donc voilà, donc du coup là on est prêt à aller avec vous pour y aller, éventuellement essayer ensemble de faire bouger quelques lignes, ou en tous les cas de passer par une phase expérimentale. Donc ça, du coup je vais pas m'étendre plus, mais probablement que vous avez des groupes de travail régionaux ou locaux sur les sujets, donc peut-être qu'il y a des choses que l'on peut continuer à travailler ensemble. Dans les autres leviers que l'on met en place, donc vous avez évoqué, c'est effectivement bien évidemment tout ce qui est autour de la qualité de vie et des conditions de travail. L'ARS a un partenariat avec la CRAMIF et avec l'ARACT. C'est vraiment la promotion QVCT, c'est un objectif phare pour 2025. Il y a un questionnaire d'ailleurs QVCT qui était clos hier.
Je tiens à remercier chacun d'entre vous d'avoir répondu, c'était hyper important. Vous avez reçu des relances, j'espère que vous l'avez pas mal pris, mais je vais vous dire pourquoi on a relancé, parce que c'est le premier questionnaire en Ile-de-France qui avait cette dimension établissement de santé médico-social et dans lequel on était. On a vraiment dans cette convention la volonté de voir après avec l'ARACT à pouvoir adapter des outils, adapter des accompagnements, d'où la question aussi qui était posée. Et puis après, pour le secteur PDS, il y a aussi une autre raison, c'est que l'IGAS est actuellement en train de conduire une mission sur l'attractivité des métiers dans le médico-social. Il y a un volet QVCT, mais sa mission dans ces 3 volets n'intègre pas le secteur PDS. Et quand on les a rencontrés sur ce volet QVCT, quand on a rencontré les inspecteurs généraux, alors déjà PDS, permanence des soins, non personnes en difficulté spécifique, je passe le truc, mais d'où le fait de se faire connaître, etc., etc. Des fois on parle de loin quand même, bon ça faudra couper, désolé. Et ensuite, non mais blague à part, beaucoup plus sérieusement, l'idée c'est que si on démontre que le secteur, la QVCT c'est tout aussi important que dans d'autres secteurs et que vous avez des initiatives, on a des propositions, on a des choses à faire, je pense que c'est hyper important aussi. Donc voilà. Ensuite, dans les priorités 2025 que l'on souhaite travailler avec vous, c'est la santé des soignants et notamment aussi tout ce qui va être violence et harcèlement sexuel et sexiste et tout ce qui est discrimination. Alors il y a tout le volet santé qui est déjà pas mal embarqué sur le sujet. Le secteur médico-social, on souhaite aussi l'embarquer et donc on parlait de questionnaire, mais on verra si c'est le même, mais en tous les cas probablement que oui, mais en tous les cas, identifier aussi avec vous sur ces questions-là, quelles sont les problématiques qui sont rencontrées, les besoins qui sont identifiés et qu'est-ce que l'on peut essayer collectivement de faire aussi de manière renforcée sur ces sujets-là. En tous les cas, on souhaite vraiment mener ce chantier avec vous. Voilà, et là j'en ai quasi terminé. Donc dans les autres volets, c'est effectivement tout ce qui est autour de la communication, vous en avez déjà parlé, les salons, etc. Toujours cette idée de la visibilité. Dans ce que nous, là, on met en place, et on voudrait le mettre aussi en place avec vous. Bon, alors j'ai parlé de la QVCT et donc d'un webinaire qu'on ferait après avec l'ARACT et pourquoi pas des choses régulières avec l'ARACT dessus. L'ARS a une convention avec la Fabrique des soignants. Et donc, pareil, il y a une possibilité aussi qu'on peut se saisir. On est en train de voir avec eux pour monter une émission fléchée sur les ressources humaines en santé, sur les problématiques et l'attractivité. Et donc là, l'idée, ça serait que le secteur ne soit pas oublié. Et puis, voir aussi comment certains d'entre vous ont des partenariats avec sur de la communication ou autre. Et là, pareil, c'est comment on peut faire ensemble un certain nombre de choses, comment on peut renforcer. On avait fait ARS Île-de-France en lien avec la préfecture de région lors d'une semaine des métiers de l'accompagnement organisée par la préfecture de région, je crois que c'était il y a 2 ans maintenant, 2 bonnes années, des vidéos qui montraient les professionnels dans leur structure et l'intérêt qu'ils avaient dans ces métiers, dans les accompagnements, etc. On en avait fait une sur l'AM, LHSS, UMSP de mémoire. L'idée, ça serait de les continuer sur les autres types de structures, et surtout de pouvoir embrasser comme ça tous les métiers, tous les accompagnements, de rendre aussi plus visible ce qui est fait par les professionnels, de valoriser les métiers, de valoriser leurs pratiques et de changer aussi peut-être l'image et le regard qu'ont les gens sur, ou des étudiants ou plus largement sur ces métiers-là et sur ces professionnels-là. Enfin voilà, donc du coup, nous, on est aussi preneurs de travailler ces choses-là avec vous. Voilà, et donc pour terminer, effectivement, on est toujours dans ce triptyque mieux connaître, rendre visible, et puis cette question de plaidoyer. Vous parlez de questionnaire, je ne sais pas si c'est le même que l'on est en train de discuter, mais en tous les cas, donc effectivement, dans le cadre des échanges que l'on a de manière régulière avec vous et avec l'AFA et la FAS, on s'est dit qu'effectivement, alors... parce que des questionnaires vous en avez, on vous sollicite, des mails j'imagine que vous en avez aussi plein, mais en tous les cas voilà, ça serait vraiment de construire ce questionnaire qu'on n'a encore jamais vraiment fait ensemble,
de voir tous les différents champs que l'on va pouvoir y mettre pour en faire un qui soit du coup après exploitable, qu'on puisse en faire un retour en fin d'année et qui puisse aussi vous servir de support pour toujours cette visibilité, pour vos plaidoyers. Voilà. Et on va faire la même démarche côté dispositif de santé publique. Voilà, globalement. Alors j'ai été longue, hein, je suis désolée, mais il y avait quand même... Voilà, je voulais partager avec vous le maximum d'outils ou de leviers que l'on peut mettre à votre disposition, que l'on peut travailler ensemble et qu'on a en Île-de-France, en ARS Île-de-France, mais que probablement vous avez la même chose dans les autres régions, ou en tous les cas, si vous ne l'avez pas, je vais aller aussi voir nos collègues et puis leur dire si ça marche là et s'il y a une envie, allez-y aussi, quoi, en fait. Voilà, merci beaucoup de votre attention et puis merci beaucoup. Merci à vous. Oui, des questions, oui. Non, c'est vraiment pas une question, j'en aurais une petite, mais vraiment vous remercier. Vous remercier, c'est pas de la diplomatie, mais on voit, ça fait quelques temps que je suis à la FSH, vous avez changé de poste, oui. Mais on voit que vous avez un engagement. Et en fait, quand on est dans les services de l'État, comme l'ARS ou les autres, des fois on met en place les politiques publiques. On dit voilà, il faut remplir les cases, mais on a aussi des gens qui portent les politiques publiques. Et je crois que vous en faites partie. Et ça me rajeunissait. Moi, j'ai travaillé en DAS. Ouais. Il y a quelques années. Et à l'époque... s'il te plaît. À l'époque, on prenait les projets des acteurs et on disait on va les défendre en région. Et là, quand je vous vois à votre niveau, c'est vraiment, ça encourage. C'est ce que je ressens. Maintenant, et deuxième point, c'est comment vous nous aidez à sortir de l'invisibilité de notre secteur. Et je crois qu'on a vraiment à faire parce qu'on ne pèse pas beaucoup en termes de budget. Et les personnes qu'on accompagne ne votent pas et donc ils sont invisibles. Et je crois que le rôle de nos fédérations, quand on a la chance d'avoir des acteurs comme vous, il faut vraiment qu'on renforce, ça nous encourage. Après, ce matin, on avait invité une personne pour faire l'actualité sociale qui, comme on le sait, n'est pas joyeux. Et il nous disait, on n'a pas de vision, on n'a pas de politique. Et là, c'est la première fois que je vois une ARS qui inscrit dans la stratégie les ressources humaines. On en parle, on organise des journées attractivité, mais une politique aussi réfléchie qui associe l'ensemble des acteurs, qui aborde les différents champs. C'est la première fois. Et donc, à charge de nous, fédération, de voir, de se nourrir de ce que vous nous présentez, pour aller voir vos collègues des ARS, on a les PRS, on a différentes commissions, pour que vraiment, on puisse faire du benchmarking ou du parangonnage. Donc, dire, voilà, tiens, et c'est là où ça vient ma question, parce que quand on va voir l'ARS, ils nous disent, mais tu sais, il n'y a pas l'enveloppe, j'ai vu qu'il y a le FIR, j'ai vu qu'il y a les CNR, et les CAE, c'est quoi? C'est quelle est la source de financement? Parce que si on veut aussi aller voir vos collègues, c'est de dire, voilà, il y a d'autres ARS qui le font. Ouais. Des fois, si vous les autorisez, prenez contact avec Madame Villain de Île-de-France. Et voilà, quelles sont les sources de financement? Alors, et puis aussi, vous avez, je sais que vous avez des rencontres au niveau national des différents ARS. Est-ce que ce que vous nous présentez, est-ce que vous avez l'occasion de partager avec vos collègues des ARS? Alors, sur la... déjà, merci, mais l'idée de... Je pense qu'il faut qu'on... L'idée de porter, j'espère que tout le monde porte et il faut continuer à porter. Effectivement, ce secteur personnes en difficulté spécifique, il est majeur dans son action. Et effectivement, il faut continuer à le rendre visible. Ça, je partage complètement. Et voilà, ça me tient à cœur, vous le savez. Donc, voilà. Pour ce qui concerne du contrat d'allocation d'études, sur la prise en charge partie ARS, quand on est sur le secteur médico-social, en fait, c'est des CNR qu'on vous alloue. Quand on est du côté établissement de santé, c'est du FIR. Voilà. Mais en tous les cas, pour le médico-social, c'est du CNR et ça va rester, je pense, sur ce modèle-là. Ce qui pourrait... Vous nous avez dit que les CNR ne vont plus exister. Alors, les CNR, dans l'absolu, oui, peut-être qu'ils n'existeront plus, mais tant qu'on aura des places et qu'on n'arrive pas à... on n'ouvre pas dans l'année toutes les places qu'on nous donne. Donc, dans l'absolu, des crédits non reconductibles, voilà.
Après, oui, il y a eu les crédits non reconductibles, ils peuvent être aussi, on va dire, constitués avec les excédents des structures qui sont repris, etc. Mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des enveloppes, en tous les cas, de fait, oui, c'est pas quelque chose qui est amené à durer, etc. Mais dans l'absolu, voilà. Après, le jour où il n'y a plus de CNR, on réfléchira à un autre tuyau de financement. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de CAE non plus parce qu'il n'y aura plus de tension et qu'on aura... Voilà. Non, j'exagère. J'arrête de dire des trucs qui sont filmés après. Dans la suite de ce que posait Léonard comme question, c'est du coup comment est-ce que c'est transmis ou partagé avec vos collègues des ARS, ouais. Parce que du coup, moi je peux vous dire, j'ai pas ça. Ah ouais. Alors on a plusieurs, il y a des sur le secteur personnes en difficulté spécifique addiction. Il y a des réunions organisées par la DGS où là il y a tout. C'est assez orienté addiction, mais pas que, parce qu'il y a la même chose aussi du côté du PRAPS sur précarité. Et là, on peut retrouver les structures de soins résidentiels, par exemple. Après, on échange. Alors, ouais, il y a au niveau des directeurs de santé publique, ils ont aussi des instances. Si on va dans la hiérarchie, et là, effectivement, ils peuvent aborder certains sujets, tout sujet. Donc, celui-ci l'est à certains moments. Je ne dis pas que c'est le sujet principal, mais il peut être aussi abordé. Et puis, après, il y a le collège des DGARS, où, alors, effectivement, ils ont leur ordre du jour, un certain nombre de priorités. Mais il y a comme ça une structuration qui permet de manière institutionnalisée et structurée des échanges. Après, la réalité, c'est que oui, il y a beaucoup aussi d'échanges forcément interpersonnels et j'avoue que oui, j'échange avec, dans le quotidien ou en tous les cas le plus fréquemment, c'est avec les collègues et on est dans le personnel, de l'interpersonnel, etc. Mais globalement, quand même, cette question des ressources humaines, alors... Elle apparaît effectivement, ce que vous êtes dans les PRS, mais après, elle n'est pas développée de la même manière. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Et en fait, c'est ça. Mais même nous, honnêtement, moi, ça fait... je suis filmée, c'est pas grave, j'assumerai ce que je dis. Mais ça fait 1 an que je rame, petite et grande rame, pour que, effectivement, à chaque fois, le secteur soit vraiment aussi... représenté et que on partage aussi avec vous les outils parce que le PRS certes il est publié mais il faut que vous ayez aussi connaissance de tout ce que l'on met en place, d'où l'idée des webinaires, d'où l'idée de voir aussi avec les délégations départementales dans leur rôle d'animation de territoire, de s'emparer aussi complètement de cette question-là en fait. Ouais. Bonjour, je sais intervenir. J'ai plusieurs remarques. La publicité c'est intéressant parce que moi, j'ai des exemples d'appels à projets sur les équipes mobiles, par exemple, où l'ambition de l'ARS, c'est qu'il y ait une équipe 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec un montant qui ne permet même pas de payer des personnes, et sans fonctionnement, etc. Donc, c'est intéressant que la publicité, on voit que c'est en plus oublié par l'IGAS, mais déjà, rien que les appels à projets, est-ce qu'on arrive à payer suffisamment bien les gens pour qu'ils aient des temps de travail corrects et pas en surcharge, etc. Est-ce qu'il y a du temps de fonctionnement pour qu'ils aient un bureau, du matériel pour fonctionner? Voilà, donc ça c'est intéressant. D'autant plus que dans notre secteur, quand même, on a un public, on va dire, un peu difficile qui remue. Et je pense que c'est hyper important que les personnes, pouvoir bien les accompagner, soient elles-mêmes plutôt bien, et dans leur travail et dans leur vie personnelle. Ça c'est hyper important. J'avais une autre remarque, c'était, je me demandais comment vous travaillez avec les universités ou les acteurs de formation, parce que je pensais aux nouveaux métiers, père aidant, médiateur en santé, etc. D'abord, il y a peu de formation, donc je ne sais pas s'il y a des soutiens de l'ARS ou comment les ARS peuvent faire pour développer ce genre de formation. Et puis, souvent, il faut un niveau bac. Quand c'est les universités qui les portent, il faut un niveau bac. Et nous, on est dans un secteur, quand même, on a beaucoup de personnes accompagnées. Certaines ont un niveau bac, mais certaines qui sont intéressées n'ont pas un niveau bac. Et du coup, ça les bloque. Ils ne peuvent pas. Il y a très très peu de formations sans niveau bac. Et comme il y a très peu de formations, en plus, il faudrait les envoyer ailleurs. La mobilité, c'est très compliqué. Donc voilà, comment les ARS, elles font pour développer ce type de formation et comment on peut prendre en compte le secteur des gens qui voudraient être médiateurs en santé ou père aidant avec un diplôme sans un peu de niveau bac.
Alors, sur la question de comment on travaille avec les universités, alors, je ne vais pas parler du côté des établissements de santé où ils ont des liens directs aussi avec les doyens, etc. Enfin, voilà, après, c'est plutôt alors, là, par exemple, la démarche que l'on a fait avec, avec pharmacie, donc c'était une démarche d'aller voir le responsable de formation, puis après on est monté comme ça et on proposait, voilà. Peut-être qu'effectivement sur le secteur PDS, c'est pour ça que je parlais aussi des conventions que vous avez ou que certains ont avec des centres de formation. Alors là, on était sur IFSI, on était sur IRTS, IFAS, l'autre. Sur les universités en tant que telles, c'est plus compliqué à approcher, ça c'est évident. Après, si collectivement, si on arrive à monter un projet et si on arrive on aura une possibilité en fait. Enfin, après, on peut aussi, il y a des rencontres au niveau de la direction générale, au niveau, voilà, donc il y a des choses comme ça que l'on peut aussi essayer de mettre en place. Après, par contre, on est aussi sur un secteur où il y a des tas de choses qui ne sont pas à notre main. C'est au niveau du national. Là, actuellement, par exemple, le métier des IDE, il est en train d'être... la formation est revue, les choses sont revues. Enfin, on n'a pas la main, en fait, nous, là-dessus. Donc après, c'est aussi... tout ce qui va être et de voir comment le secteur PDS en se structurant, on va dire tout ce qui est des métiers de l'accompagnement pour faire large, santé publique, PDS, mais aussi tout ce qui est des personnes vulnérables du côté du social, enfin, puisque aussi on a un certain nombre de métiers et qui rejoignent les stratégies que vous mettez en place, les métiers, etc., les publics qui sont pris en charge. Là derrière, c'est je pense aussi la force des plaidoyers en fait. Et c'est sûr que c'est un secteur sur lequel je pense que, je dis un on, c'est un on collectif. On a intérêt, enfin, on doit monter en puissance probablement là-dessus. Il y a déjà plein de choses que vous faites, mais probablement qu'il y a encore des choses à faire. Ouais. Peut-être pour compléter et rester sur le sujet, Ouais. est-ce que vous avez aussi un levier pour faciliter l'accueil des internes médecins? Alors, après, c'est la réglementation, c'est-à-dire que sur le médico-social, enfin, là actuellement, quand on a des internes, c'est effectivement plus sur les structures qui sont à gestion hospitalière. Donc là, on va retrouver des internes, bien évidemment. Sur le volet médico-social, il y a ce que je parlais tout à l'heure avec les AUMG, où là, effectivement, les structures associatives, mais là pour l'instant, dans la réglementation, en tous les cas, telle qu'aujourd'hui, c'est porté sur des structures ambulatoires, mais là sinon c'est possible. Après, je pense que ça fait partie des choses qui sont aussi à voir et à travailler ensemble, toujours pour porter effectivement aussi certainement des évolutions. Voilà, parce que du coup, il y a effectivement comment rendre accessible davantage le secteur médico-social au stage et pas que au stage des formations socio-éducatives ou paramédicales en fait. Et de la même manière, pour tout ce qui est des médecins, il y a probablement aussi à travailler ensemble sur tout ce qui est des évolutions. Là, vous avez des réflexions autour des médecins de coordination. De la même, il y a peut-être voilà, des choses aussi qui sont à revoir ou sur les structurations dont certains gestionnaires mettent en place des références médicales et puis donc il y a un pool médical en fait qui est partagé entre différentes structures du gestionnaire. Enfin, je pense qu'il y a des choses à creuser entre de ce qui est de l'organisation et certainement dans vos organisations il y a des choses à mettre en place et à renforcer et de ce qui est des évolutions à travailler ensemble.